Nous sommes le samedi 25 mars 2023. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le monde en 7. Dans cette émission, on fait le tour d'horizon de quelques sujets importants de l'actualité de la semaine. Et pour ce numéro, nous allons parler de la France avec ce regain de mobilisation et de violence contre la réforme des retraites qui est passée par le 49.3 à l'Assemblée nationale et qui se trouve désormais devant le Conseil constitutionnel. On ira ensuite du côté du Sénégal. Le président Macky Sall hausse le ton contre l'opposition. On le sait là-bas, Macky Sall est soupçonné de vouloir briguer un troisième mandat et l'un des opposants à Ousmane Sonko, convoqué devant la justice pour des affaires. Ces convocations génèrent beaucoup de violence. Le président a averti. Et puis nous parlerons du Togo également avec la gestion des fonds Covid. La société civile n'en a pas fini avec ce dossier. Une coalition de la société civile a porté plainte contre X. Et pour évoquer ces sujets, deux invités sont avec moi sur le plateau ce samedi. Vincent Ameganvi, il est député à l'Assemblée nationale togolaise et secrétaire général du parti d'opposition Nouvel Engagement togolais. Bonsoir Vincent Ameganvi. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur New World TV ce samedi. Bonsoir à toute la diaspora togolaise, à tous ceux qui nous suivent sur votre chaîne. Et merci d'accepter notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau avec vous, Samuel. Merci. Et quand on regarde aujourd'hui un peu le microcosme politique togolais, on a l'impression qu'il y a une sorte de léthargie, mais au niveau du net, on sent quand même que ça bouge un peu. Oh, le net est un parti qui bouge depuis toujours. On n'a pas cette attitude de dire que nous sommes en vacances politiques ou on fait après une rentrée politique. Non, nous, tout le temps, nous sommes sur le terrain. C'est l'essence même du net, être toujours au contact des populations, être sur le terrain. Donc, nous continuons dans cette ambiance-là, nous continuons dans l'atmosphère d'être proche des populations. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que l'activité est de plus en plus belle, surtout vu que nous sommes dans une année électorale. Nous renforçons, nous doublons d'efforts pour être plus proches de nos populations et au moment venu compter sur eux. Il n'y a pas de boycott qui tienne au net? Jamais. Le net n'a jamais boycotté d'élections et c'est pas maintenant qu'on va commencer. C'est un double scrutin quand même législative, régionale. On se sent prêt pour ça au niveau de votre parti? On se sent prêt. Nous savons depuis 2018, nous savons qu'il y aura des élections législatives au moins en 2023. Donc nous nous préparions déjà depuis la fin des élections de 2018. Nous commençons par nous préparer pour 2023. Et les élections régionales, nous avons voté la loi sur la décentralisation qui nous permettait d'avoir deux niveaux de décentralisation, à savoir la commune et la région. Donc après les communales, la suite logique, ce sera les régionales. Et avec les accords du CNAB poursuivis par le CPC, nous sommes prêts pour affronter les élections régionales aussi. Donc le net est prêt pour les deux élections. Affaire à suivre. Et face à vous, Samir Ourosama, juriste et défenseur des droits de l'homme. Bonsoir Samir Ourosama. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, notamment nos compatriotes qui nous suivent depuis Palimé, localité située à près de 120 km de Lomé, la capitale, où se tient depuis vendredi 24 mars le tout premier séminaire gouvernemental entre le chef de l'État et ses collaborateurs. Qui va s'achever aujourd'hui même. Exactement. Oui, d'accord. Merci beaucoup à vous également d'accepter notre invitation. J'étais à Palimé, je pense que c'était le mercredi dernier, lors de la célébration de la journée mondiale de l'eau, pour inaugurer un forage dans une des localités dans le canton de Sodo. Dans cette localité, belle localité d'ailleurs, mais qui demande à être valorisée encore plus. Exactement, c'est vrai. La question de valorisation de nos sites touristiques véritablement constitue un des aspects de la feuille de route gouvernementale horizon 2025. Donc je pense que les autorités togolaises, avec la participation de tous les acteurs impliqués dans le secteur du tourisme et de la culture, travaillent à pied d'œuvre. Je pense que le président du net également travaille sur cet aspect-là. Et c'est quelqu'un qui est très amoureux du tourisme. Je pense qu'il a des initiatives. Il y a également le président du PDP, Monsieur Kagbara également, qui a de telles initiatives dans le secteur. Donc
pour nous, tant qu'il y a une volonté politique, il y a la participation de tous les acteurs. Véritablement, on est convaincu que le tourisme togolais va retrouver ses lettres de noblesse. Mais quand on va dans ces localités quand même qui ont des atouts naturels à revendre et qu'on voit que c'est pas mis en valeur, ça fend le cœur aussi. Hein. Parce que moi, je vous le disais, j'étais à Sodo, c'est une belle localité avec une montagne qui peut offrir des possibilités si c'est bien arrangé, que les gens aillent faire des randonnées sur la montagne. Mais je peux vous dire qu'en l'état actuel, pour aller à la montagne, c'est la croix et la bannière. Je pense que depuis quelques années, nous avons une politique de valorisation de nos sites touristiques portée par le ministère de la Culture et du Tourisme. On a plus l'impression que c'est un discours qu'une réalité. Hein. Mais il y a des fonds qui sont mis en place pour cela. Je pense que ça va prendre du temps pour qu'on voit véritablement l'impact de ces différentes interventions du politique. Et également, il y a des initiatives du secteur privé et d'autres acteurs politiques également interviennent dans ce secteur. Je pense qu'il faut attendre peut-être sur 2-3 années pour voir véritablement la contribution de tous ces acteurs. Est-ce que cela a contribué à améliorer la situation des populations? Comme vous l'avez dit, la question de l'eau potable est centrale dans nos localités. On sait que l'eau participe à beaucoup de choses dans notre vie quotidienne et l'État y travaille dans ce sens. Les organisations de la société civile également contribuent aux côtés du gouvernement pour améliorer l'accessibilité de l'eau potable aux populations. C'est à saluer. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon introductif. Donc, on va passer tout de suite à la France. La France qui est secouée depuis plusieurs semaines par des manifestations. La mobilisation contre la réforme des retraites est restée très forte le jeudi dernier, peut-être même un peu hier vendredi en France, une semaine après le passage en force du gouvernement sur ce test avec une radicalisation du mouvement qui s'est traduite par une hausse des violences. Au total, 3,5 millions de personnes ont manifesté dans plus de 300 villes de France. Selon le syndicat CGT, 1,8 million selon le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation massive pour cette 9e journée d'action, mais la première depuis que le gouvernement a utilisé une disposition constitutionnelle, le 49.3, pour faire passer le test. On va écouter quelques manifestants et puis on fait le débat ensemble. Moi, à la base, je ne suis pas un habitué de manifestation du tout, mais c'est un peu pour participer à... Moi, j'ai l'impression que dans le pays, il y a quand même un ras-le-bol général et que cette réforme des retraites, c'est un peu la cristallisation vraiment d'une amertume générale de la population et d'un déni de démocratie dont on est tous victimes. Eh bien, pour arriver à 62 ans, j'ai renoncé à une partie de mon salaire et je me suis mise à temps partiel à 60% pour finir en état de pouvoir profiter un peu de ma retraite. Voilà. Et alors je pense les collègues 64 ans, non c'est impossible. Et c'est pas justifié en plus. Alors disons que ce qui cristallise ou Ourossama les colères aujourd'hui sur cette question de réforme des retraites, c'est l'âge. 64 ans, travailler jusqu'à 64 ans. Pour vous, quand vous suivez les manifs, quand vous suivez les débats entre syndicats et le gouvernement, est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette colère? Elle est légitime? Ce qu'il faudrait d'entrée de jeu souligner, c'est que quand vous regardez un peu ce qui se passe en Europe, la moyenne de départ légal à la retraite, c'est 65 ans. Donc quand vous voyez un peu, quand vous allez dans d'autres pays comme la Hollande, comme l'Espagne, comme l'Italie, vous allez vous retrouver avec des âges qui oscillent entre 64 ans et 67 ans. Donc dire aujourd'hui que les Français sont contre le rehaussement de l'âge légal du départ à la retraite, c'est aussi ça la démocratie. C'est de bonne guerre lorsqu'on est contre une décision politique parce que il faut le rappeler, c'est tout d'abord un choix politique. Quand on écoute un peu les experts disent que à côté de cette mesure qui a été optée par le gouvernement, il y a d'autres méthodes qui permettaient au gouvernement de faire face non seulement au vieillissement de la population, mais également à la dégradation financière au niveau des caisses des retraites. Donc d'abord c'est un choix politique et je pense que le gouvernement Macron est en train d'assumer ce choix politique là. Et vous rappelez bien, lorsqu'on revisite un peu l'histoire, on se rend compte que les plus grands changements, les plus grandes réformes au monde
ont toujours fait face à des résistances. L'être humain n'a jamais été d'accord par rapport à des changements qui le touchent véritablement, puisqu'on demande aux Français de travailler jusqu'à l'âge de 64 ans, sur la base selon laquelle le gouvernement s'est rendu compte que au niveau de l'Europe, de façon générale, au niveau de la France particulièrement, que les gens vivent beaucoup plus longtemps lorsqu'ils sont à la retraite. C'est-à-dire on meurt beaucoup plus vieux. Donc c'est l'amélioration des conditions de vie, la médecine qui fait que les gens vivent beaucoup plus longtemps. Donc, quand vous êtes en France, ça coûte plus cher à l'État. Oui, mais quand vous êtes en France, que vous avez un système qui est établi où c'est ceux qui travaillent qui contribuent à payer les retraités, c'est de bonne guerre que l'État puisse emprunter cette voie-là et pouvoir combler cet écart ou cette insuffisance au niveau des caisses de retraite. Donc pour moi, c'est d'abord la vivacité de la démocratie lorsqu'on n'est pas d'accord qu'on puisse manifester son mécontentement, mais il faut le rappeler, il faut manifester son mécontentement dans le respect des lois de la République. Il ne faudrait pas que les édifices publics qui constituent des biens collectifs en subissent la colère que vous avez. Sur cet aspect tout à l'heure, Vincent Meganvi, quand vous écoutez aussi tout ce que les gens expriment, est-ce que vous dites finalement les Français sont de gros paresseux? Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont de gros paresseux, parce qu'il y en a qui sont des vrais bosseurs pas mieux, et il y en a qui travaillent bien, de la même façon qu'il y en a aussi qui sont des paresseux. Je ne vais pas dire que jusque-là que les Français sont des paresseux, mais au même moment, c'est vrai qu'en Europe, pour aller à la retraite, on part souvent, la moyenne c'est autour de 65 ans. Dans beaucoup de pays, même ici en Afrique, il y a des pays qui vont jusqu'à 60. Dire que travailler jusqu'à 65 ans, c'est demander un effort de trop aux Français, je dirais non, mais je pense que c'est la manière qui révolte les Français aujourd'hui. Ouais. C'est la manière, parce que les mouvements là, c'est pas forcément lié à la retraite, parce qu'il y a des gens qui manifestent là, qui ne vont pas, qui ne se sentent pas, qui ne sont pas impliqués par cette loi. Il y a beaucoup de personnes qui manifestent leur colère par rapport à la vie chère, leur colère par rapport au manque d'emploi, leur colère par rapport à beaucoup plus de situations que cette réforme-là. Donc je dirais que oui, c'est une situation qui va à l'encontre du chef de l'État même et à l'encontre de tout son gouvernement, et non pas seulement à l'encontre de cette réforme qui augmente un peu légèrement le départ à la retraite. Au même moment, il faut dire que aujourd'hui, les Français ont voté pour Emmanuel Macron pour un quinquennat qu'il est en train d'exercer. Alors, après une année, dire que le même Emmanuel Macron pour qui on a voté n'est plus celui qu'on veut, ce sera trop dire. Ce sera trop dire, parce que c'est vrai que la chef du gouvernement est responsable aussi de la gestion en partie de ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'irai jusqu'à dire que oui, Emmanuel Macron va peut-être changer son chef du gouvernement si la crise perdure, si la tension monte encore un peu, il va faire endosser la responsabilité. Dans son interview qu'il a donnée il y a quelques jours, il lui a renouvelé sa confiance. Oui, ça c'est avant l'interview d'hier où il était prêt, avant il n'était même pas prêt à discuter sur les questions de travail. Hier, il avait dit que oui, il est ouvert à l'intersyndicale, qu'ils viennent pour discuter. Le discours va changer au fur et à mesure. Nous savons comment ça se passe en politique. Le discours va continuer pas changer. Je pense même que il a pris l'ampleur de la situation avec les manifestations, avec les blessés graves, que ce soit au niveau des 123 gendarmes et policiers. Voilà, que ce soit au niveau des gendarmes et policiers que des manifestants. Et le discours même de ces policiers-là a changé. Les policiers et gendarmes veulent aller à l'affrontement et menacent même les populations, les manifestants. Donc il faut voir que c'est une tension qu'on crée inutilement dans la population, et ça risque de vraiment dégénérer si on ne trouve pas de solution. Vous avez vu même la visite du roi Charles III qui a été annulé ou reporté in extremis à quelques jours de son arrivée. Vous voyez que ça montre un peu la gravité de la situation, et je pense que Emmanuel Macron est en train de prendre sa responsabilité. C'est vrai qu'il a dit que sur la question de la loi des tests, des réformes,
il ne va pas céder et que le débat sera au Conseil constitutionnel qui est en train de discuter, qui va donner son avis sur le sujet, mais qu'il est prêt à discuter avec l'intersyndicat, qu'il est prêt à débattre sur les conditions même d'application de ces tests. Donc je vois qu'il est ferme mais ouvert. Alors en même temps, ce qui a surpris, c'est que sur une question aussi fondamentale que les retraites, on sait combien ça tient aux Occidentaux, aux Français notamment, le président n'a pas osé soumettre le test au Parlement et requérir le vote des députés. Il a utilisé le 49.3. Mais le 49.3 est légitime. C'est-à-dire quand vous parcourez la Constitution de la République française, le domaine dans lequel cette loi a été initiée a été prise en compte par ces dispositions de la Constitution. Donc c'est de bonne guerre quand le gouvernement en place se rend compte que les gens multiplient des discussions interminables au niveau du Parlement qui ne fait pas avancer. Parce que vous vous rappelez, le traitement de ce dossier a pris de retard. Vous savez, normalement, ce test devrait être examiné par le Parlement, je pense, en décembre 2022. Le gouvernement s'est rendu compte qu'au niveau de la France, il y avait le renouvellement des instances syndicales, donc les élections professionnelles. Donc, le gouvernement a attendu à ce que les élections professionnelles puissent se dérouler, qu'on puisse avoir du changement au niveau des têtes des différentes organisations syndicales pour essayer d'enclencher les discussions avec les organisations syndicales et se mettre d'accord sur un certain nombre d'aspects au niveau de cette... Ça a été la même chose au niveau des partis politiques avec les Républicains, avec d'autres partis politiques présents au niveau de l'Assemblée nationale. Mais quand le gouvernement se rend compte que il y a un calendrier à respecter, parce que le but ultime de monsieur Macron, c'est de faire en sorte que la loi rentre en application d'ici la fin de 2023. Donc quand il se rend compte que des discussions qui sont entamées au niveau de l'Assemblée nationale vont faire retarder, et il n'y a pas une certaine utilité des discussions qui sont en train d'être menées, c'est de bonne guerre que le gouvernement engage sa responsabilité sur un test pareil. Est-ce que ce n'est que ça, ou bien aussi il y a ce côté impopulaire du test? Il craint, parce que Macron, il n'est pas majoritaire au Parlement, même les droites, ensemble avec lui, il craint qu'il y ait des défections et il fait recours au 49.3. Mais il a essayé d'avoir l'adhésion d'un certain nombre de parlementaires, de députés sur ce test-là. Vous avez vu, les Républicains, il y a une partie qui s'est accommodée également le test et tout ça là. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait véritablement au niveau des acteurs politiques. Donc, c'est d'abord pour moi pour mettre fin au débat politique. Parce que les débats qui sont en train d'être menés ne faisaient pas avancer le dossier de réforme à la retraite. C'est vrai que c'est une république. Et cette disposition, ce n'est pas la première fois qu'elle est utilisée. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est la première personne à utiliser cette loi. Mais il y a des institutions qui fonctionnent. Si Emmanuel Macron veut éviter le débat politique au niveau, le débat parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et utilise la disposition constitutionnelle qui est le 49.3, il y a le Conseil constitutionnel. Il y a le Conseil constitutionnel qui a jusqu'à 1 mois pour dire véritablement si cette réforme est inconstitutionnelle ou non. Donc je pense que le fait que le gouvernement, et je pense que c'était même une opportunité, si vraiment le gouvernement de monsieur Macron était impopulaire, c'était même une occasion, puisque quand le gouvernement a déclenché la procédure du 49.3, l'opposition parlementaire a vite fait de déposer une motion de censure. Donc nous avons vu l'aboutissement de cette motion de censure. Ça prouve véritablement que, quoi qu'on dise, même si le régime actuel de M. Emmanuel Macron n'a pas une certaine popularité ou une certaine majorité au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition n'est pas prête à parler d'une seule voix. Donc quand vous êtes dans un pays comme ça, et comme rappelez-vous, je vous l'ai dit, pour toutes les réformes, revoyez, revisitez l'histoire, pour toutes les réformes, pour tous les changements qui ont été opérés dans tous les secteurs que vous prenez, même au Togo ici, l'être humain n'a jamais été conforme à cela, il n'a jamais accepté cela. Mais c'est après, quand vous allez voir les résultats, que vous vous rendrez compte qu'en réalité, c'est de bonne guerre que l'être humain agisse, parce que on est en train d'agir sur un de ses intérêts. Donc ça lui dérange véritablement, mais je pense que c'est de bonne guerre, parce que quand on voit un peu ce qui se passe en Europe, et
avec 21% de la population de l'Europe qui est vieillissante, vous comprenez un peu que c'est important de faire travailler beaucoup plus les gens jusqu'à un certain âge qui est 64. Et puis le président est ouvert à voir un certain nombre de modalités pratiques pour essayer d'introduire un certain nombre d'assouplissement pour certains secteurs d'activité. Donc, ça montre une certaine volonté politique. Et ce qui se passe en France aujourd'hui dans les rues, nous voyons les gens saccager les choses, c'est déplorable pour une démocratie. Puisque vous parlez d'ouverture, Emmanuel Macron l'a annoncé, il se dit prêt à discuter avec l'intersyndicale. On écoute le président français. C'est sa volonté d'apaisement que je partage. Ensuite, j'ai moi-même mercredi indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer tout de suite sur ces sujets. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale, si elle souhaite venir me rencontrer, pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste, et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel. Est-ce que, Vincent Meganvie, ce ne sont pas des propos d'un président qui traduisent quand même un certain empressement à faire passer un test parce qu'il dit aujourd'hui je suis prêt à discuter des questions d'usure professionnelle, de fin de carrière, de reconversion, toutes choses qu'il remarque aujourd'hui n'ont peut-être pas été prises en compte dans la réforme? Oui, je pense qu'un test n'est jamais parfait. Tous les tests sont perfectibles et je pense que il fait bien de le dire qu'il est ouvert à discuter des conditions, il est ouvert à discuter sur les principes et tout ce qui forme ce test-là. Maintenant, il va plus loin, il dit sa porte est grandement ouverte à l'intersyndicale pour discuter. Ça voudra dire que il reconnaît que c'est perfectible ce qu'il a fait. Il reconnaît qu'il y a des choses à corriger, qu'il y a peut-être des discussions à avoir. Il y a des secteurs qui ne peuvent vraiment pas travailler jusqu'à plus de 60 ans. C'est pour ça qu'il parle de la reconversion, il y a beaucoup d'aspects qui doivent être pris en compte dans ce projet de réforme. Maintenant, une chose est que les acteurs, ou bien le monde syndical, perçoivent ce qu'il dit et tiennent et prennent la perche lancée par le chef de l'État. Et une autre chose est que le président de la République soit vraiment sincère et conséquent envers lui-même. C'est bien beau de dire tout ce qu'il vient de dire. Si en réalité ce sont juste que des paroles, on va appeler si le Conseil constitutionnel donne son avis maintenant, il ne peut plus revenir sur le test. Parce qu'au même moment il dit, lui qui est ouvert, il dit au même moment qu'il va attendre la décision du Conseil constitutionnel. C'est vraiment paradoxal. Ça voudrait dire qu'il a une idée derrière la tête, il veut foncer, il veut aller, il veut aboutir à des résultats avec ces réformes-là. Et je pense qu'il ira jusqu'au bout. Sauf si le Conseil constitutionnel en décide autrement. Je pense que là, ça va reposer le problème, le sujet, et ils auront à discuter tranquillement, à discuter au fond même. Mais il ne faut pas oublier que ce test-là même a été l'objet de plusieurs discussions, de beaucoup d'échanges avant que ça n'en arrive là aujourd'hui. C'est dommage que les gens, c'est vrai, un test ne va pas avoir l'assentiment de tout le monde. Il y a toujours des choses à quelqu'un qui, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, les gens, quelqu'un qui travaille et on lui dit que bon, à 50 ans ou bien à 60 ans, tu finis, tu te la coules douce avec ta retraite et on t'ajoute encore des années supplémentaires pour te dire non, il faut travailler avant d'arriver à la retraite et tu bénéficieras des mêmes conditions. C'est vite fait de choisir que bon, je finis à 60 ans, je prends ma retraite. Au contraire, que dans nos pays ici, on est plus ancré à travailler beaucoup plus parce qu'on sait que ce qui nous attend à la retraite, c'est pas très conséquent. Et l'être humain ici en Afrique est beaucoup plus attiré, sauf dans le secteur privé où vous avez l'aisance de vivre comme vous voulez par rapport à vos moyens, au travail que vous avez fait. Donc c'est ça la contradiction dans ce que le chef de l'État a dit. Oui, je suis ouvert à discuter des questions
des réformes, je suis ouvert à discuter sur les bases, les élémentaires, mais j'attends aussi la réponse du Conseil constitutionnel. Donc voilà un peu le choc. Urosama, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas aussi quelque part un peu sous-estimé la rue? Parce que on a l'impression qu'il a eu la mémoire courte. Son premier mandat, il a connu les Gilets jaunes. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui s'y habitue le jour au jour. Vous avez vu l'ampleur que cette histoire de Gilets jaunes avait pris. Nous avons vu comment ça s'est terminé. Donc je pense qu'il s'inscrit également dans cette logique. Il a joué sur l'usure de la rue. On se dit également dans sa logique, on dit bah ils finiront par se calmer ces gens-là. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Maintenant, bon, de façon globale, vous savez, nous sommes dans un système de droit français où quand vous adoptez les lois, vous ne mettez pas dans la loi tous les éléments nécessaires. Ce n'est pas comme dans un système anglo-saxon. Vous avez des lois vraiment très volumineuses. Donc on laisse la possibilité au pouvoir réglementaire de prendre des actes réglementaires pour pouvoir expliquer, donner tous les détails nécessaires par rapport à un certain nombre de dispositions. Je pense que le chef de l'État peut, et s'il veut, et s'il a cette bonne volonté, pouvoir agir au niveau de ces actes réglementaires qui vont être pris pour essayer d'apporter des assouplissements par rapport à la mise en application des dispositions de cette loi-là. C'est une brèche qui est offerte pour pouvoir aménager un peu la disposition et la discussion qui est ouverte. Vous avez vu l'expression qu'il a tenue. Il est ouvert s'il souhaite venir. C'est-à-dire que le gouvernement n'est pas disposé à les rencontrer, mais s'il souhaite discuter sur un certain nombre de points, il est prêt à les recevoir, à les écouter, voir quelles sont les concessions qu'il peut faire par rapport... Ce ne sont pas aussi toutes ces attitudes de Macron qui est un peu paternaliste dans ses propos, un peu jupitérien. C'est pas tout ça qui fait que la rue est en colère et fait preuve de violence. Non, mais le monsieur l'a dit qu'il n'a pas l'intention de se faire réélire. Même s'il le voulait, la Constitution ne lui permet pas. Donc on s'imagine que s'il était dans son premier mandat, il n'aurait pas osé ça. On a déjà vu avec les Gilets jaunes. Hein. Là, on est déjà dans le second mandat. Moi, ce que je voudrais retenir, c'est que vous avez quelqu'un comme Emmanuel Macron qui a été ministre des Finances. Quelqu'un qui est un fruit de l'École nationale d'administration, qui a fait de brillantes études, qui est entouré des personnes qui ont des capacités de réflexion, qui peuvent imaginer l'avenir dans 5 ans, dans 10 ans. C'est des gens qui pensent déjà à 5 ans, 10 ans, qui disent, si on se met à faire de telles réformes, dans 5 ans, on aura tel impact. Dans 10 ans, on aura comblé ce déficit-là que nous avons. Je pense que le déficit au niveau des caisses est estimé à quelque chose de 10 milliards d'euros. Je pense. Donc, ils ont fait tous ces calculs-là. Ils se sont dit, au lieu de faire cotiser plus les salariés, ou au lieu, par exemple, d'enlever ou de lever l'exonération qui était accordée à certains acteurs. Parce qu'il y a certains acteurs en France, certains travailleurs qui ne cotisent pas. Donc, au lieu de toutes ces possibilités-là, ils se sont rendus compte, mais la bonne formule, c'est de faire travailler les gens parce qu'ils se sont rendus compte que les gens vivent même après leur retraite. Vous vous rappelez au Togo, avant, l'âge de départ à la retraite, c'était 55 ans. Donc, à un moment donné, le gouvernement s'est rendu compte, mais il y a des gens qui commencent par travailler très jeunes. Donc ces gens-là, ils vont partir à la retraite, mais ils vont s'ennuyer à la maison et ils n'auront pas cotisé véritablement. Bon, ici, nous sommes dans un autre système de cotisation qui permet à ce que c'est ce que tu cotises, que tu perçois à la fin de ta retraite. Donc, Emmanuel Macron, ce n'est pas un novice en gestion, en finance, et en tout ce qui concerne la question des retraites et tout ça là. Donc moi je me dis que c'est la nature de l'homme véritablement. On aura toujours ces oppositions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher que les gens manifestent, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais il faudrait que, pour exprimer son mécontentement par rapport à une disposition, par rapport à un texte de loi, il faut le faire dans le respect des règles de droit. Il faudrait pas que puisque la Constitution française le dit également, que les biens publics sont protégés par l'État et les collectivités territoriales. Donc, le monopole de la protection, de la défense des biens publics incombe à l'État et aux collectivités. Et Emmanuel Macron l'a dit, il est important qu'on ne peut pas
qu'il ne peut pas permettre à ce que les gens saccagent, gaspillent les édifices publics. Parce que même si les Français ne le savent pas, c'est à partir de leur contribution qu'on arrive à édifier tous ces biens publics-là. D'ailleurs, la Première ministre Elisabeth Borne l'a dit, manifester et faire entendre des désaccords est un droit. Les violences et dégradations auxquelles nous avons assisté aujourd'hui sont inacceptables. Est-ce que la rue finira par se calmer? Oui, tôt ou tard, la rue finira par se calmer. Donc c'est Macron qui va gagner je suis persuadé. Les gilets jaunes, ça a duré le temps que ça a duré, mais ça finit par se calmer. Ils vont trouver des compromis. Après la décision du Conseil constitutionnel, je pense que ça va bien évoluer, les choses vont bien évoluer et chacun rentrera dans sa coquille. Maintenant, je vais revenir sur les violences. Moi, je suis à 100% d'accord pour les manifestations, mais les violences, je ne comprends pas comment. Avant, on disait que bon, c'est en Afrique qu'on pensait que on manifeste avec violence, mais on retrouve ça en Europe, ailleurs, partout aux États-Unis. En même temps, est-ce que nos États, quand je parle de tous les États, que ce soit ici ou en Occident, est-ce qu'ils comprennent le langage de manifestation pacifique? Oui, après, en Afrique, je ne sais pas, mais dans les pays comme en Europe, suspendre des activités pendant plusieurs jours, c'est l'économie. Et en Europe ou aux États-Unis, l'économie, c'est quelque chose de primordial pour eux. Ces pays-là dépendent de ça. Donc, priver les économies, priver les secteurs d'activité pendant plusieurs jours, plusieurs semaines d'inactivité, ça impacte vraiment l'économie du pays. Et donc, je pense que ça impacte les décisions des dirigeants. Chez moi, en Afrique, je ne suis pas sûr que les manifestations, je ne donne des résultats que nous devons avoir par rapport... c'est vrai que l'économie aussi en pâtit, mais dans nos États, c'est plus relatif. C'est plus relatif. Maintenant, si nous reprenons les manifestations, ce qui est sûr, ces gens-là seront identifiés et traduits en justice. Ça, c'est clair. En Europe, ça ne badine pas. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Je pense qu'il y a déjà 200 arrestations dans la foulée. Vu ce qui s'est passé, nous avons vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump. Des gens ont été poursuivis. Les gens ont été arrêtés et condamnés. Même Donald Trump a suivi une procédure. Donc, vous voyez, en Europe, rien n'est caché. Les gens sont là, mais on sait qui fait quoi, on sait qui est qui. Donc, ils seront tôt ou tard appréhendés. Et par rapport au fait, vous avez vu les cas des blessés, les policiers les policiers et gendarmes qui sont blessés, qui sont à l'hôpital. Tout ça, ça ne donne pas une bonne impression, une bonne image de la France. Encore que ce n'est pas l'image qui les intéresse aujourd'hui, mais c'est les réformes sur la retraite. La retraite. On va passer à notre second sujet, c'est le Sénégal. Le Sénégal également qui connaît des tensions à un an de la présidentielle. Ce sera en février 2024. Sera ou ne sera pas candidat? Macky Sall maintient toujours le flou sur ses intentions. Le président a accordé une interview à des médias français et entre les lignes, on peut lire que bien le président, il semble vouloir briguer un troisième mandat. Il entretient l'incertitude. Cette incertitude de Macky Sall se conjugue également avec celle du sort politique de son adversaire le plus en vue, Ousmane Sonko, qui alimente les tensions. Ousmane Sonko qui est sous le coup de 2 affaires judiciaires. Il y a un procès en diffamation intenté par le ministre du tourisme. Et puis, il y a une affaire de viol présumé sur une masseuse. Le président Macky Sall a haussé le ton. Un individu ne peut pas bloquer la capitale Dakar au seul prétexte qu'il est convoqué au tribunal. Si le Sénégal n'était pas une authentique démocratie, croyez-moi, son sort aurait été réglé depuis longtemps. Voilà exactement les mots de Macky Sall. Moi, j'ai envie de comprendre, qu'est-ce que le président essaye de dire? Mais lui seul sait, hein. Lui seul sait ce qu'il voulait dire. Son sort aurait été réglé depuis longtemps. Peut-être il l'aurait arrêté, jeté en prison et l'oublier là-bas, ou ailleurs, aller loin jusqu'à son assassinat. Je ne pourrais jamais deviner ce qu'il a en tête. Mais c'est des mots quand même très forts. Très fort, c'est très fort. Maintenant, à lui de nous dire, de venir nous redire ce qu'il voulait dire par là. Parce que moi, si on m'avait dit il y a quelques années que Macky Sall serait en train de vouloir faire un 3e mandat, j'aurais mis ma main à couper. J'aurais donné ma main à couper parce que
il a lutté contre Wade sur ce sujet-là. Il a lutté, il était au front avec Wade sur l'affaire du 3e mandat. Donc, dire aujourd'hui que lui, Macky Sall, qui a déjà fini 2 mandats, un mandat de 7 et 5 ans, et qui aujourd'hui vient dire que, bon, le moment venu, je vais décider, il fait semblant de vouloir, ne pas vouloir, là, c'est grave. C'est grave pour le Sénégal, c'est grave pour lui-même, parce que aujourd'hui, son sort risque d'être identique à ce que Wade a eu. Après, il va finir et s'exiler quelque part, et puis un procès va l'attendre. De toute façon, ce qu'il y a sûr, le Sénégal ne va pas laisser passer qu'il fasse un 3e mandat. On avait vu avec Wade, il a essayé, mais il n'a pas pu le faire. Maintenant, aujourd'hui, Ousmane Sonko, c'est aussi quelqu'un qui dire qu'il bloque la capitale, non. Vous avez convoqué quelqu'un, Ousmane Sonko n'a jamais appelé quelqu'un à sortir dans la rue pour venir le suivre. Les gens sortent d'eux-mêmes. Il y a d'autres partis d'opposition qui appellent à ce qu'on aille. Ousmane Sonko n'a jamais dit de bloquer la route, n'a jamais dit quelqu'un qui sort de la maison, il veut se rendre au tribunal par lui-même, vous lui dites non, il ne prenez pas ce chemin, il y a l'itinéraire ici tracé. Dans quel pays nous sommes? Dans quel pays nous sommes? Maintenant, de là, il faut dire aussi que, oui, moi, je ne suis pas en train de discuter les accusations contre Ousmane Sonko. Ouais. Ça, c'est pas mon rôle. C'est à la justice de dire ce qu'il en est réellement. Maintenant, au même moment, insulter les politiciens, insulter les gouvernants, diffamation, tout ça, là, on connaît ça tous les jours et ça n'a jamais tué quelqu'un. Certes, c'est condamnable, mais mettre un pays à feu à sang à cause de ça, je ferai le parallèle avec le Togo où des journalistes sont en fuite à cause de diffamation ou à cause d'insultes à des ministres. Donc vous voyez un peu jusqu'où ces histoires nous emmènent. On doit respecter les textes qui sont dans nos pays, on doit respecter les principes qui régissent nos pays, mais au même moment, un bon père de famille, être conciliant sur certains actes, sur certains sujets, pour ne pas mettre nos pays à feu à sang. Ourossama, vous comprenez ces mots du président Macky Sall? Si le Sénégal n'était pas une authentique démocratie, croyez-moi, son sort aurait été réglé depuis longtemps. Il parle d'Ousmane Sonko. Heureusement que le Sénégal est une démocratie et cela n'est pas que le fruit du travail de M. Macky Sall. Et un président, un chef d'État ne devrait pas tenir de tels propos qui ne sont pas rassembleur, des propos qui va contribuer à mettre beaucoup plus de l'huile sur le feu. Donc quand vous voyez un peu ce qui se passe et regardez un peu ce qui se passe en Afrique, lorsqu'il s'agit d'un 3e mandat, les violences que cela crée à l'orée des élections présidentielles. Vous avez vu le cas, ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et on peut multiplier des exemples. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre qu'après 62 ans d'indépendance, qu'on ne soit toujours là, qu'on soit toujours à perpétrer de la violence, à dire que sans moi, le pays n'avancera. C'est-à-dire qu'à se mettre toujours dans une posture de personnage irremplaçable et tout ça là. Et quand vous voyez un peu ce qui se passe au Sénégal, ça doit interpeller plus d'un. Je pense que les organisations de la société civile se sont mobilisées et ont appelé M. Macky Sall à se prononcer véritablement sur son intention de se présenter ou pas. Il a donné la réponse. La première réponse qu'il a donnée, sa présentation à un 3e mandat est une question politique que juridique. Mais il faudrait que les juristes de ce pays se prononcent également, parce qu'il a dit, j'ai lu un peu son intervention, il a dit que au moment de la réforme, le Conseil constitutionnel a été interpellé sur la portée de la réforme. Est-ce que cela touche à son premier mandat? Vous vous rappelez, M. Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012. Oui, en 2012, il a fait son premier mandat qui est de 7 ans. La réforme constitutionnelle est arrivé en 2016, c'est-à-dire que en cours de son premier mandat, il est allé à terme de son premier mandat, et la réforme constitutionnelle dit que le mandat présidentiel est de 5 ans renouvelable une fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs.
Mais monsieur Macky Sall est en train de finir un deuxième mandat consécutif. C'est du français. Il est en train de finir un second mandat consécutif. Donc juridiquement, il n'est plus en droit de se présenter pour un troisième mandat. Ce que la Cour avait dit par rapport au septennat, c'est que c'est intangible. Mais on dit, bon, c'est vrai qu'on dit que la loi dispose que pour l'avenir. Mais la question de consécutif, il le met où? La question de mandat consécutif, puisqu'il vient de faire un premier mandat qui est de 7 ans, il a enchaîné avec un second mandat. Mais ça veut dire qu'il a fait 2 mandats consécutifs. Maintenant, cette idée de 5 ans ou 7 ans, cela importe peu. Le plus important que ce que M. Macky Sall a fait un mandat de 7 ans, après il a enchaîné avec un mandat de 5 ans, donc il a fait 2 mandats consécutifs. S'il voudrait se présenter, il faut qu'il libère le plancher et qu'il se représente une prochaine fois à une élection. Maintenant, ce qui se passe au niveau de M. Ousmane Sonko, la première chose, c'est que M. Ousmane Sonko ne dénie pas qu'il connaît la jeune dame. C'est-à-dire que jusqu'alors, il n'apporte pas une preuve qui consolide la version sur laquelle il ne connaît pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'habitude de se rendre dans ces lieux-là pour se faire masser. Quand on est un homme politique, vous avez vu avec l'histoire de Strauss-Kahn, c'est-à-dire que quand on est homme politique ou qu'on a des ambitions politiques, on évite certains actes, certains gestes, parce qu'on va toujours exploiter ces petits détails pour vous écarter, tout ça là. On va toujours le faire. Mais là, quand le président Macky Sall dit on ne peut pas bloquer tout Dakar, mais ce qui se passe, c'est ce que monsieur Ousmane Sonko est en train de faire. Il bloque la capitale. Que les gens réécoutent les propos de monsieur Ousmane Sonko lorsqu'il est convoqué au tribunal ou lorsqu'il est convoqué par le juge. Il mobilise toute la jeunesse, il mobilise toutes les populations qui le suivent. Il bloque la rue. C'est l'économie du pays qui est en jeu. Et en tant que premier responsable de pays, il est de son droit pour lui dire que mais quand vous avez un problème avec la justice, réglez votre problème avec la justice. Allez défendre votre version devant la justice. Parce que quoi qu'on dise, et M. Ousmane Sonko ne peut pas dire aujourd'hui qu'il ne fait pas confiance à la justice. Il ne peut pas choisir à un moment donné, quand ça l'arrange, de faire confiance aux institutions judiciaires et extrajudiciaires, et lorsque ça ne l'arrange pas, de dire que non, s'il se rend à la justice, il risque d'être inculpé ou d'être arrêté, d'être jeté en prison. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous êtes véritablement sur la voie de la vérité, mais quelles que soient les manœuvres qui vont être perpétrées contre vous, vous finirez par triompher. On l'a vu dans beaucoup de pays où les hommes politiques ont fait confiance à la justice. À la fin, c'est cette même justice qui les a lavés de tout soupçon, de toute accusation. Les cas sont voilà, on a ces cas-là dans le monde. A également ajouté quelque chose. Une chose est sûre, ceux qui s'imaginent pouvoir intimider le pouvoir et bloquer la justice se bercent d'illusions. Est-ce que c'est un président qui montre que maintenant, par rapport aux agissements d'Ousmane Sonko, on va lever le ton? Oui, je pense qu'il donne... il a déjà commencé par lever le ton, hein, je pense qu'il donne la voix. Et je pense qu'il pense même sévir, hein, je crois. Au fait, moi, je sens ses propos avec la justice, je pense que moi, c'est ça qui me dérange un peu. Hein. Dire que oui, la justice va faire ci, c'est pas son devoir. La justice est là. La justice peut s'exprimer elle-même. Les juges peuvent s'exprimer eux-mêmes. Maintenant, c'est vrai que c'est son rôle de protéger son pays, de limiter les dégâts par rapport aux manifestations, les casses et tout ça, là, les éviter au maximum. Mais dire que oui, la justice ne va pas se laisser faire, laisser la justice faire son travail jusqu'au bout et tout ça, ça c'est le rôle de la justice. C'est à elle de dire que oui, telle décision, voilà, telle... En fait, Ousmane Sonko, c'est pas la première fois qu'il a fait avec la justice. Il a déjà eu affaire avec la justice. Je pense que aujourd'hui, l'amertume vient du fait que c'est un potentiel candidat pour les élections à venir et que on fait tout pour lui bloquer le passage. On fait tout parce qu'une condamnation, ça l'exclut totalement des élections à venir. Donc je pense que c'est ça même qui rend les gens les suspicieux de l'idée
Macky Sall veut vraiment empêcher le bonhomme de venir faire de participer aux élections prochaines de 2024. Donc c'est ça qui rend les gens amers, c'est ça qui fait sortir les gens de la rue. C'est pas l'affaire de le monsieur a diffamé quelqu'un, on veut l'envoyer, on veut le juger. Ça, il aurait pu facilement se rendre à la justice va procéder à son jugement et passer, ou bien l'affaire d'Adissar, là, ça c'est connu hein, dans le milieu politique, qu'on trouvera toujours la petite bête, quoi que tu fasses. Faire un massage, c'est pas extraordinaire. Faire des soins à domicile ou dans un espace, c'est pas extraordinaire. Tous les hommes le font. Bon, quand je dis tous les hommes, ben, après, des fois même, c'est thérapeutique. Ça dépend du mal que tu as. Des fois, même, c'est thérapeutique. Tu peux le faire à l'hôpital même, des fois. Voir un kiné, voir un masseur, voir tout ça. Mais trouver la petite bête, on en trouvera toujours contre un politicien. Ça, c'est fait. Quand tu es politique, tu dois t'attendre aussi à ces genres de choses-là. Parce que vous êtes sur un terrain politique, vous êtes avec des adversaires, vous luttez. C'est vrai que c'est des combats d'idées, c'est des débats idéologiques, mais les petites bêtes pour casser l'adversaire, on en voit tout le temps dans les démocraties, que ce soit dans les démocraties, les dictatures, là, partout, on voit ça se passe comme ça. L'exemple palpable était Strauss-Kahn, avec l'affaire aux États-Unis la femme de ménage. Oui, l'affaire de la femme de ménage. Donc voilà un peu, chacun doit un homme averti, un politicien, tu dois t'attendre qu'un jour, quelque chose peut arriver et te préparer pour affronter. Maintenant, après, à chaque homme politique d'être conscient et conséquent envers lui-même et d'éviter les bassesses, d'éviter des choses qui peuvent le piège. Le faire tomber dans les pièges. Vous savez quoi, on va marquer la pause. Le temps de suivre le journal. On n'en a pas fini avec le sujet du Sénégal. Au retour, on continue d'en parler.